coopératives et assureurs. Nous quittons l'hémicycle du Sénat, mais nous allons revenir plus largement sur ce projet de loi portant sur l'économie sociale et solidaire dans notre édition de 24 heures Sénat. C'est tout de suite. Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. Le Sénat s'empare du projet de loi Hamon sur l'économie sociale et solidaire. Un secteur présenté comme un remède à la crise avec 100 000 emplois à la clé. Reportage dans ce journal. Le Sénat qui a rejeté hier la réforme des retraites. Un vote sans surprise mais qui interroge sur un affaiblissement possible de l'institution et sur l'utilité de la Haute Assemblée. C'est le débat de cette édition. La France est-elle raciste après les attaques visant la ministre de la Justice Christiane Taubira? Plusieurs voix s'élèvent pour dénoncer une parole qui se libère. Nous poserons la question à notre invitée ce soir, la sénatrice RDSE Françoise Laborde. AQMI Al-Qaïda au Maghreb islamique revendique l'assassinat des 2 journalistes français au Mali, annonce ce soir l'agence de presse mauritanienne. Et on commence par Fagor-Brandt. Le groupe confirme ce que tous redoutaient depuis plusieurs jours. La cessation de paiement a été officialisée. Le fabricant d'électroménagers qui emploie 1800 salariés en France a déposé le bilan et demande sa mise en redressement judiciaire. Et dans ce contexte, Alstom annonce au moins 1300 suppressions de postes, essentiellement en Europe, dans le cadre d'une accélération de ses économies, ainsi qu'un nouveau plan de cession avec la vente envisagée d'une part du capital de sa branche construction ferroviaire. L'économie sociale et solidaire comme remède à la crise, c'est le message qu'a voulu faire passer Benoît Hamon au sénateur cet après-midi. Le ministre a défendu son projet de loi qui, pour la première fois, entend donner un statut juridique à l'économie sociale et solidaire. 100 000 emplois sont attendus de cette réforme. Je vous propose d'écouter le ministre. C'était cet après-midi dans l'hémicycle. L'économie sociale et solidaire est trop longtemps restée à la marge des politiques publiques, est trop longtemps restée à la marge de la reconnaissance de son rôle et de son originalité au sens où elle est capable d'associer performance économique, utilité sociale et impact environnemental. Notre ambition est de placer les salariés dans la situation d'être des repreneurs potentiels, forts de leurs compétences et de leur connaissance de l'outil de production, ni plus ni moins. Et gros plan dans cette édition sur les SCOP, Sociétés coopératives ouvrières de production, un modèle que le gouvernement entend promouvoir avec ce texte. Flora Sauvage s'est rendue à Pantin, dans une des plus anciennes SCOP de France, spécialisée dans le bâtiment. Et vous allez voir, ce mode de gouvernance fonctionne depuis 80 ans. On valide ça, donc tu peux lancer la fabrication. À UTB, le tutoiement est de rigueur. Dans cette SCOP spécialisée dans le bâtiment, le capital de l'entreprise appartient aux salariés sociétaires. On s'applique davantage, on est concerné par tout ce qui se passe et tout ce qui se dit. Et on fait beaucoup plus attention à ce qu'on fait. Jean-François investit chaque mois 2% de son salaire dans l'entreprise. Si la société fait des bénéfices, elle lui en reverse une partie. L'intéressement peut atteindre jusqu'à 2 mois de salaire les bonnes années. D'un seul coup, vous n'êtes plus salarié d'une entreprise. Vous êtes le moteur, vous êtes acteur, vous êtes metteur en scène, vous êtes producteur. Vous tirez le bénéfice de l'entreprise chez vous. Vous ne travaillez pas pour un actionnaire à l'autre bout du monde. Non, vous travaillez pour vous. Dans cette SCOP, 400 des 1000 salariés sont sociétaires de l'entreprise. Un modèle qui a fait ses preuves au fil des ans. Par rapport à l'environnement économique difficile dans lequel nous sommes, le fait d'être une SCOP est incontestablement un atout. Par contre, ça n'est pas une solution magique, parce qu'on a besoin d'être compétitif, on est plongé dans la compétition économique. Nous privilégions les mesures à moyen et long terme par rapport aux mesures, j'ai envie de dire, court-termistes. Et en cela, c'est vraiment un atout pour l'entreprise et l'ensemble de ses salariés. Un atout pour les salariés qui se sentent partie prenante dans l'entreprise. Nous ne sommes pas dans le monde des bisounours, mais de par notre historique, de par la culture qui est fortement inscrite dans nos gènes, nous
nous avons la prétention de penser que cette solidarité, cette compréhension de l'humain peut nous prémunir contre la crise et en tout cas nous rendre plus combatifs. Avec 150 millions d'euros de chiffre d'affaires, UTB est la 4e SCOP française. En 10 ans, elle a plus que doublé ses effectifs. Alors ce projet de loi sur l'économie sociale et solidaire est a priori consensuel, mais l'une des dispositions suscite une véritable levée de bouclier du patronat. Pierre Gattaz, le président du MEDEF, était par ailleurs entendu cet après-midi par la commission des finances du Sénat. Il faut dire que le projet de loi prévoit l'information préalable des salariés d'un projet de cession pour permettre à ces mêmes salariés de proposer une offre de reprise. Le patronat dénonce une atteinte à la confidentialité nécessaire à tout rachat d'entreprise. Écoutez à ce propos Thibault Langsat du MEDEF. Et puis de façon globale, le projet présenté par Benoît Hamon est un bon projet, mais il ne faut pas que certains points de ce projet de loi soient un déni de réalité économique, aillent à l'encontre de ce que veut le gouvernement, et notamment le Benoît Hamon sur ce projet. Le président de la République, il veut véritablement faire le chantier de la simplification administrative. Bon, c'est un beau chantier, le MEDEF et toutes les organisations patronales sont là pour l'y aider. Arrêtez, on est en train de prendre 50 pages dans le Code du travail. Le débat a été courtois et le projet de loi de financement de la sécurité sociale adopté en commission, ce n'était pas gagné d'avance après le fiasco d'hier soir qui a vu le Sénat rejeter le projet de réforme des retraites. L'an dernier, trouvant le PLFSS insuffisamment à gauche, le groupe communiste du Sénat avait voté contre, entraînant son rejet. Alors, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, dans sa version 2013, va-t-il permettre son adoption en séance le 12 novembre prochain? Le détail avec Julie Hulin. Un avis favorable. Ce matin, la Commission des affaires sociales du Sénat a adopté le projet de loi de la sécurité sociale pour 2014. 24 pour, 21 contre et une soixantaine d'amendements. Objectif du projet de loi, ramener le déficit sous la barre des 13 milliards d'euros en 2014 contre 16 en 2013. À l'Assemblée comme au Sénat, les désaccords de fond portent sur les recettes, avec le volet controversé sur la fiscalité de l'épargne. La hausse des prélèvements sociaux sur les produits de placement a été enterrée par le gouvernement. Il prépare un amendement concernant l'assurance vie qui sera étudié en séance publique. Autre recette prévue, la taxation des boissons énergisantes, 1 euro par litre qui devrait rapporter 60 millions par an aux caisses de la sécurité sociale. Les travailleurs indépendants devront eux cotiser davantage pour leur protection sociale. Quant aux prestations familiales, elles seront corrigées avec une augmentation du complément familial versé aux familles modestes. Enfin, la prise en charge par les mutuelles des dépassements d'honoraires des médecins sera plafonnée. Objectif, mettre fin aux pratiques tarifaires excessives et ainsi stopper l'augmentation des prix de certains soins. Le budget de la sécurité sociale sera examiné en séance au Sénat à partir du 12 novembre. François Hollande appelle à la plus grande fermeté et la plus grande vigilance après les propos racistes contre la ministre de la Justice, Christiane Taubira. La garde des Sceaux a été ovationnée cet après-midi à l'Assemblée nationale et a remercié Jean-Marc Ayrault pour son soutien. Et alors que l'Association des maires de France tiendra son congrès annuel à partir du 18 novembre, Pierre-Henri Gergonne est allé demander aux représentants de l'AMF si la France devenait raciste. Voici leur réponse. Non, je crois que la France ne devient pas raciste. Le maire, sur son territoire, dans sa commune, est le gardien de la cohésion sociale. Chaque jour, il crée du lien social avec tous ceux qui habitent régulièrement, légalement sur son territoire. Vous savez, toutes les campagnes qui sont faites pour stigmatiser tel ou tel type de population, forcément laissent parfois des traces dans des esprits faibles. Et donc, à partir de là, je crois qu'il faut être très vigilant parce qu'on sera toujours quelque part, un jour, catalogués comme n'étant pas tout à fait de la bonne ethnie, de la bonne région, du bon village. Et notre invitée ce soir, Françoise Laborde, sénatrice RDSE de la Haute-Garonne. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, est-ce que vous avez le sentiment bien que la parole raciste est en train de gagner du terrain en France ? Alors je ne sais pas si on peut dire vraiment que la parole raciste gagne du terrain, mais l'exemple très mauvais que nous avons eu par rapport à ce qui s'est passé autour de Christiane Taubira, qui est une femme, qui est noire, mais qui est quand même ministre, montre qu'il y a une libération de la parole dans le mauvais sens. Et que les gens font un petit peu n'importe quoi parce qu'ils pensent qu'ils n'auront aucun blâme, aucune réprimande. Et ça, c'est inadmissible. Moi, je suis atterrée de voir que des parents peuvent accompagner leurs enfants et au lieu d'acheter des fleurs,
ou et d'offrir à une ministre, comme on peut le faire, on achète des bananes et on crie des slogans racistes. Alors, est-ce plus, est-ce moins? Bon, bien sûr, il y a une forte médiatisation et comme montrait le reportage, il ne faut pas non plus tourner en boucle cela. Mais moi, ça me fait peur, oui, parce que j'ai des valeurs radicales de gauche. Je suis quand même enseignante au départ. Et là, je suis atterrée, et je me dis que notre République, les enfants de la République, au lieu qu'on leur apprenne liberté, égalité, fraternité et laïcité, vous savez que pour moi, le vivre ensemble est important. On leur apprend des slogans et après, on va s'étonner de lynchage, de harcèlement, de raquettes dans les écoles ou ailleurs. Mais on marche sur la tête. Christiane Taubira estime que certaines digues ont sauté. Partagez-vous ce sentiment? Oui, oui. Parce que je crois que si l'on n'a plus peur de dire ce matin sur une radio ou ailleurs, moi je suis raciste, moi je suis content de l'être, nous on en rit. Où sommes-nous? Parce qu'on peut aussi, il n'y a pas que les problèmes de couleur, il y a les problèmes d'origine, de religion. Donc moi, je crois que oui, on est en train de faire des pas en avant, mais qui sont de très mauvais pas. Nous oublions que nous avons des anciens, j'ai envie de dire, qui ont mené des combats pour que soient défendues des valeurs, les valeurs de la France, les valeurs de la République, et c'est un énorme pas en arrière. Alors je ne veux pas dire la France est plus raciste, la France est moins raciste, la montée du FN, etc. Je veux dire, tout le monde y va de son petit refrain. Moi, je suis donc persuadée qu'il faut continuer les uns et les autres, ceux qui sont sûrs de leurs valeurs et des valeurs de la République, de se battre. Et j'ai envie de dire, la morale laïque sera la bienvenue pour apprendre à nos enfants et à leurs parents. Parce que là, moi, je suis atterrée. Un autre problème soulevé par la garde des Sceaux, c'est peut-être l'absence de réaction, notamment au niveau politique, absence de soutien. Ça vous inquiète aussi? Alors, je ne sais pas à quel niveau, parce que bon, quand même, il y a eu des questions d'actualité, il y a eu des tribunes, le Premier ministre quand même a pris parti. Je pense quand même qu'il y a des soutiens. Alors bon, est-ce qu'on les met suffisamment en avant? J'ai envie de dire, voilà, moi je suis là ce soir, vous les médias, vous jouez votre rôle aussi. Il faut en effet mettre en avant que ce n'est pas comme ça que notre pays peut avancer. On a quand même un pays de différence, mais qui justement n'était pas dans les agressions, dans l'oppression, dans la discrimination, tout du moins. On essayait d'aller de l'avant. Moi, j'avoue que Christiane Taubira a été la candidate à la présidence de la République des radicaux de gauche. Nous avons applaudi des deux mains quand Barack Obama a été élu aux États-Unis. Et là, c'est vrai que moi, je suis restée un petit peu, sidérée. C'est comme une grande claque. Est-ce que vous croyez encore à la France, pays des droits de l'homme? Oui, il faut y croire. Donc ce soir, j'ai envie de vous dire, oui, j'y crois. Il faut qu'un maximum de personnes y croient, parce que si on laisse faire, vous savez, cette parole qui se libère, j'allais dire dans le mauvais sens du terme, c'est comme les Facebook, c'est comme les tweets, c'est l'immédiateté. Et les personnes dans l'immédiateté ne se rendent pas compte que l'immédiateté, il y a des traces. Et on n'efface pas. Un acte comme ça, on ne l'efface pas. Donc il faut construire autour. Merci beaucoup Françoise Laborde d'avoir été notre invitée ce soir. Merci à vous. Les sénateurs UMP, dont le président du groupe au Sénat, Jean-Claude Gaudin, pour la liberté de choix des maires dans la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires. Ils ont déposé une proposition de loi en ce sens. Selon eux, cette réforme doit être contractualisée commune par commune. Une mission d'information du Sénat a d'ailleurs vu le jour aujourd'hui sur cette question des rythmes scolaires. Elle sera présidée par Catherine Troendle pour l'UMP et son rapporteur sera la sénatrice socialiste de la Gironde, Françoise Cartron. Le gouvernement ne cédera pas face au bonnet rouge. Jean-Marc Ayrault durcit le ton. Le Premier ministre a estimé que lancer un ultimatum n'était pas la bonne méthode. Camilla Campuzano. Le délai a expiré. Maintenant, la menace plane. Les bonnets rouges ont promis de nouvelles actions pour faire plier le gouvernement qui refuse toujours d'annuler définitivement l'écotaxe. Ultimatum, il n'y a pas c'est pas une bonne méthode. La bonne méthode, c'est celle de se mettre autour de la table. Et en ce moment, tous les acteurs responsables, économiques, sociaux, politiques, sont autour de la table en Bretagne. Toujours la voie de la concertation, François Hollande l'a encore rappelé aujourd'hui. Il mise sur le dialogue, le respect de la loi et la mobilisation pour sortir la Bretagne de la crise.
Un dialogue qui a commencé cet après-midi autour du pacte d'avenir à Rennes. Ce pacte devrait relancer l'agroalimentaire et l'agriculture dans la région. Derrière l'écotaxe, c'est la question de toute l'économie de la Bretagne qui est posée. Mais la méthode ne convainc pas. On attend des réponses, mais très rapides et très concrètes. Pas des groupes de travail qui s'étaleront sur les 2 mois qui viennent avec des mesures possibles, efficaces d'ici quelques années. Force ouvrière a déjà claqué la porte des discussions. Pas de quoi démotiver le gouvernement. Jean-Marc Ayrault espère signer le pacte d'avenir de la Bretagne d'ici à la fin du mois. Et en marge du dossier breton, à Paris, la polémique fait rage sur les conditions d'attribution du contrat liant l'État à la société Ecomove. Le procureur de la République de Nanterre a décidé de rouvrir une enquête préliminaire à ce sujet. 24 heures Sénat, tout de suite le débat. Rien ne va plus au Sénat. Hier, la droite et la gauche ont voté à l'unanimité contre le projet de loi de réforme des retraites. 346 voix à 0, une situation inédite qui soulève des interrogations. La multiplication des textes rejetés par la Haute Assemblée peut-elle affaiblir l'institution ou remettre en cause l'existence même du bicamérisme? Nathalie Guilloire. L'histoire commence le jour où le texte sur les tarifs de l'énergie est rejeté par le Sénat. Le premier depuis l'arrivée de la gauche au pouvoir. Et surprise, l'opposition au Sénat ne vient pas seulement de l'UMP, mais aussi des communistes. Alors au début, c'est l'étonnement, l'incompréhension. Cette proposition de loi apporte une réponse immédiate et c'est assez incompréhensible que des sénateurs communistes aient pu voter contre avec les voix de la droite. Depuis, l'ombre du vote des communistes plane sur tous les textes et le désaveu du gouvernement au Sénat devient de plus en plus fréquent. Rejet du projet de programmation budgétaire 2012-2017, rejet du budget de la sécurité sociale pour 2013. Et le projet de loi de finances rectificative connaît le même sort. Il comprend pourtant une mesure phare, celle du crédit impôt compétitivité emploi, pierre angulaire de la relance économique. Le comble est atteint à l'occasion du débat sur le non-cumul des mandats. Cette fois, la majorité sénatoriale tremble sur ses bases. Les radicaux de gauche se mêlent à la danse contre le gouvernement et le camp socialiste est divisé. Moi, ma conviction pour l'intérêt de la qualité de la loi, du législateur, c'est qu'il est important que les sénateurs puissent conserver un mandat exécutif local. Le gouvernement ne s'étonne plus de cette situation. La Chambre haute est reléguée au second rang. Vous le savez, et vous le savez parfaitement, ce texte sera adopté en dernière lecture par l'Assemblée nationale, avec les principes et les équilibres qui vous ont été donnés. Hier, le texte sur les réformes des retraites a été rejeté et à l'unanimité, un fait rarissime dans l'histoire multicentenaire de la Haute Assemblée. Et on ouvre le débat de ce 24 heures Sénat avec nos invités ce soir. Jean Desessarts, sénateur Europe Écologie Les Verts de Paris, bonsoir. Gérard Larcher, sénateur UMP des Yvelines, ancien président du Sénat. Et Alain Richard, sénateur socialiste du Val d'Oise. Bonsoir messieurs, merci d'être avec nous. Bonsoir. Gérard Larcher, de plus en plus de textes sont rejetés par le Sénat. C'est donc la version issue des travaux de l'Assemblée nationale qui est retenue en dernier par le gouvernement. Est-ce que cette situation affaiblit le Sénat ? Moi, j'allais dire qu'a fait la gauche de sa victoire de la fin septembre 2011. Au fond, c'est ça. Et je le dis, chacun le sait, sans amertume aucune. Car au fond, c'était un signe de maturité pour notre institution que l'alternance puisse se passer. Et on en arrive à ce que une sénatrice du même groupe que Alain Richard, Laurence Rossignol, part du triangle des Bermudes la semaine dernière. Tous les projets de loi importants viendraient en quelque sorte s'engloutir au Sénat. Et je le dis sans vouloir être donneur de leçons, mais j'ai vu que Jean-Vincent Placé le disait ce matin, il faut vraiment que la majorité au Sénat se ressaisisse parce qu'au fond, c'est un peu l'avenir de l'institution. Et comme Guy Carcassonne l'écrivait, c'était, j'en ai bien de souvenirs, fin septembre 2011, il y a deux assemblées de nature différente. Et ces deux assemblées de nature différente, elles sont utiles à la République. Et cette approche que nous devons avoir du Sénat, elle est essentielle. L'opposition joue son rôle, pardonnez-moi, y compris dans un texte comme celui-là. Le débat sur les retraites, la réforme systémique, nous étions très nombreux à être pour, et ça n'était pas une découverte, puisque nous l'étions en 2010. La question de la pénibilité, qui était une avancée. L'ancien ministre du Travail que je suis considère que c'est une avancée. La manière dont on l'a abordé, nous avons fait des propositions. Et je dois dire que ce texte retraite n'est que l'illustration.
j'allais dire, d'un formidable gaspillage, d'une victoire historique. Alors Alain Richard, qu'a fait bien la gauche de sa victoire au sénatorial en 2011? Gérard Larcher parle de gaspillage à l'instant. Je fais un petit pointage. Parler des textes récents. Enseignement supérieur recherche, sécurisation de l'emploi, refondation de l'école, régulation des activités bancaires, mode d'élection des sénateurs. Tout ceci a été voté par le Sénat avec un apport important. Donc, la majorité joue son rôle, mais je reprends tout de suite Gérard Larcher. Moi, j'ai aussi une bonne trentaine d'années de vie parlementaire des deux côtés. La relation majorité, ça c'est une position personnelle, hein, la relation majorité-opposition au Sénat n'a pas à être la même qu'à l'Assemblée. Bien sûr. Le Sénat n'est pas strictement bipolaire. Et je vous prends des débats qui sont encore en cours. La décentralisation, les métropoles. Nos amis communistes n'ont pas voulu le voter parce qu'ils ont une grosse réticence vis-à-vis de tout ce qui est intégration intercommunale. Le texte a été voté parce qu'une partie des sénateurs UMP et une grande partie des sénateurs UDI ont considéré que ce texte faisait une avancée. Aussi. Donc, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de difficultés, de divergences qui posent problème dans la majorité sénatoriale. Mais moi, par tempérament et par expérience politique, je pense que quand on a des textes qui arrivent à partager, au moins, à être partagés en partie par l'opposition, c'est que c'est des bons textes. On va faire réagir quand même Jean Desessard. Est-ce qu'il n'y a quand même pas un problème politique? Est-ce que la majorité sénatoriale n'arrive pas à se rassembler alors que François Hollande aurait plutôt besoin, semble-t-il, bien que cette majorité sénatoriale soit derrière lui, qu'elle le soutienne plutôt, bien qu'elle soit en dissidence? S'il y avait eu le même écart à l'Assemblée nationale, il y aurait eu le même résultat. Les écologistes n'auraient pas voté l'augmentation de la durée des cotisations. Et donc, c'est parce qu'il y a une majorité socialiste seule à l'Assemblée qu'à l'Assemblée, ça a été voté. Donc si à l'Assemblée, il y avait eu le même rapport de force qu'au Sénat, je crois que le gouvernement aurait discuté davantage avec les écologistes avant de présenter son projet de loi. Il y a un manque de dialogue ici au Sénat, c'est ce que vous laissez entendre? Un manque de dialogue général. À l'Assemblée et au Sénat, sauf que comme à l'Assemblée, les socialistes tout seuls, ils suffisent pour avoir une majorité, ils ne se posent pas la question de faire un accord ou de construire un projet de loi avec les écologistes. Alors il y a deux solutions. Soit sur un projet de loi comme celui-ci, où ils partagent l'augmentation de la durée des cotisations avec l'UMP. Donc il fallait qu'ils s'accordent avec l'UMP. Et vous auriez dû le voter, l'article 2. Et si l'article 2 était voté, le projet de loi gardait son sens principal. Donc là, je ne suis pas d'accord avec M. Larcher quand il a dit qu'il a joué le jeu du contenu. Sur l'article 2, ils n'ont pas joué, ils n'ont pas été dans leurs convictions, parce qu'ils sont en accord sur l'article 2. Non, je répondrai à Jean Desessard. Voilà. Et donc, deux aspects, report de l'âge légal pour finir. Et durée des cotisations. Donc sur le... Alors soit les socialistes décident de dire on a une convergence avec l'UMP sur ces points-là, et bon, et on va... au Sénat ça va passer. Soit ils ne l'ont pas, et ils considèrent qu'ils passent en force, et nous c'est fondamental. C'est fondamental pour notre parti, c'est une valeur fondamentale de ne pas augmenter la durée de cotisation. Donc, soit ils savent, les socialistes les anticipent, et ils savent bien qu'à ce moment-là, ils n'auront pas l'accord des écologistes. Et ils ne l'auraient pas eu non plus à l'Assemblée. Ils ne l'ont pas eu d'ailleurs à l'Assemblée. Sauf qu'ils n'ont pas besoin de nos voix à l'Assemblée. Donc ils ont voulu faire un passage en force. Et ce n'est pas une façon de faire. Je pense qu'il faut maintenant qu'il y ait une co-élaboration des textes avec les socialistes, qu'on tienne compte et les uns et les autres du rapport de force, mais qu'on tienne compte d'objectifs communs. Alors Richard, il faut que le gouvernement mette un coup de barre un peu à gauche et peut-être mener une politique un peu plus écologiste pour arriver à arracher cette majorité qui manque au Sénat actuellement. Bon. Quand on est au gouvernement, qu'est-ce que vous voulez, il y a une cohérence. Moi, je me rappelle qu'il y a eu une déclaration de politique générale du Premier ministre. Le système majoritaire, c'est comme ça que ça marche. Il y avait une majorité qui s'était engagée. Alors, le sujet que nous avons au Sénat, dont il faut parler, puisque là, nos amis communistes ne sont pas représentés ce soir, c'est que le Parti communiste fait partie de la majorité sénatoriale. Nous avons été élus ensemble. Moi, j'ai connu ça entre 88 et 93. Nous avions eu des députés qui avaient été élus ensemble, et le Parti communiste ne voulait pas participer à la majorité. Donc on est obligé de manœuvrer un peu. Bon, là, nos amis communistes veulent garder leur complète liberté d'appréciation sur tous les textes, et on va se dire les choses, ils exercent cette liberté aussi sous la pression de Jean-Luc Mélenchon.
Il faut que Pierre Laurent arrive à tenir la dragée haute aux socialistes de manière à montrer que Jean-Luc Mélenchon n'est pas le seul à faire de la surenchère à gauche. Ceci existe, autant en parler. Bon. Avec nos amis écologistes, c'est un peu différent. Ils sont au gouvernement, ils ont voté pour la déclaration de politique générale. Donc quand on l'applique, même si on a toutes les bonnes raisons de discuter sur les modalités, sur l'accompagnement, etc., c'est aussi bien qu'ils restent en cohérence avec ce qu'ils ont voté au départ. Gérard Larcher, votre collègue Roger Carotti, ancien ministre des Relations chargé du Parlement, a dit cet après-midi: le gouvernement agit de manière manifeste pour affaiblir la parole du Sénat. Il y a un choix délibéré de tout faire par l'Assemblée nationale. Est-ce que vous partagez son avis? Si je m'en tiens en propos de Manuel Valls, dans le texte publié sur les mandats, pardonnez-moi, c'était clair. Et c'était en ouverture de nos débats. En fait, quoi que vous décidiez, j'allais dire, c'est ailleurs qu'on décidera. Et cette transposition de la décision, c'est une vraie responsabilité. Mais moi, je dis que la majorité de gauche, qui a joué l'alternance et l'a réussi en septembre 2011, n'en fait rien. Elle n'en fait rien et au contraire, elle l'humilie et elle affaiblit l'institution qu'est le Sénat. Et je sais que nous sommes attachés tous trois, je n'en doute pas, à cette institution du Sénat qui représente les territoires. Parce que c'est Carcassonne aussi qui disait attention à la tentative hégémonique de l'Assemblée unique. Et je pense que le bicamérisme, ça a vraiment du sens, y compris en ces moments de crise où il faut des balanciers stabilisateurs, il faut des temps de respiration, des temps de liberté par rapport à nos partis politiques. Vous savez, j'ai connu comme président du Sénat la difficulté d'obtenir une majorité sur un certain nombre de textes. Je l'ai connu. Et j'ai construit, y compris en m'opposant au gouvernement. Vous en avez le souvenir, y compris en m'opposant moi au gouvernement, un certain nombre de votes sur des questions essentielles de société, de droits de l'homme, etc. Et donc, c'est pas pour tirer gloire, mais je dis attention à la majorité de gauche d'aujourd'hui. Elle porte une responsabilité particulière, et c'est pas en appelant au secours l'opposition. C'est vrai qu'on peut avoir des moments, j'allais dire partagés, communs, mais j'allais dire, c'est d'abord à la majorité d'assumer pleinement sa responsabilité. Alain Richard, est-ce qu'il faut rénover le bicamérisme? C'est ce que souhaite Jean-Pierre Bel, notamment le président du Sénat. Le rénover, ça veut dire qu'on a tous à réfléchir à nos méthodes et que, en particulier, les suites, enfin moi j'ai un peu d'expérience juridique, les suites de la réforme constitutionnelle de 2008 n'ont pas forcément toutes encore été réfléchies dans la durée. Nous aurons sans doute, notamment sur notre règlement, sur notre répartition du temps de production, aussi bien de contrôle que de législation, nous avons, à mon avis, encore des expériences à reprendre. En revanche, quand je reprends le propos de Gérard Larcher, que je comprends tout à fait, par exemple sur l'affaire de la réforme systémique, vous l'avez souhaité. C'est pas une surprise. Dans la précédente, oui, non, mais sauf que vous l'avez souhaité dans la précédente configuration politique et le gouvernement vous a convaincu qu'on ne pouvait pas le faire. Sauf qu'on l'a voté. D'accord. Contre l'avis du gouvernement, mais je le rappelle à l'époque. Mais sans effet. Et du président de la République, si. Il y avait une date de rendez-vous en 2013. Oui, mais il n'y a pas eu d'effet, on a changé de gouvernement. Mais je peux vous garantir que si on n'avait pas changé de majorité, nous l'aurions entamé et nous avions avec la CFDT notamment. Oui, mais sauf que ça a un effet pendant 30 ans. Hein, on le sait au niveau du temps. Alain Richard, on ne peut pas être d'accord sur la réforme systémique. Mais... De faire capoter le texte là-dessus. Mais pardonnez-moi, c'est essentiel. C'est pour donner, j'allais dire, un autre rythme que le rythme quinquennal de révision des retraites. Alors, on va donner la parole à Jean Desessard pour le mot de la fin. Est-ce que vous comprenez bien que ces rejets de textes puissent avoir un effet assez désastreux dans l'opinion publique qui s'interroge sur l'utilité du Sénat? Et je crois que M. Larcher l'a dit, l'utilité du Sénat, c'est normalement ça contrebalance des positions qui auraient pu être prises par l'Assemblée, qui n'auraient pas une sorte d'assentiment de tout le monde. Et comme le Parti socialiste, sur cette histoire, il a dit « j'ai la majorité à l'Assemblée, donc j'ai pas besoin de discuter avec les partenaires pour l'avoir au Sénat ». C'est exactement ce que vous avez dit. Donc à partir de ce moment-là, ça arrive au Sénat, donc il faut savoir quelle est la véritable position du Parti socialiste par rapport à cette deuxième chambre. Et s'il veut la respecter, merci, il messieurs, merci à tous les trois d'avoir été les invités de 24 heures Sénat. C'est la fin de cette édition à 22h. Sonia Mabrouk, bonne soirée et à demain.